Merci à tous les présents. Ce matin, on a fait une première table ronde et cet après-midi, nous en engageons une seconde, toujours dans l'esprit de pouvoir réfléchir à la façon dont nos entreprises de transport et de logistique sont équipées en matière numérique et digitale. Donc d'abord, merci à tous ceux qui ont accepté, les prestataires qui ont accepté de venir avoir un stand dans cette journée et de pouvoir être en information pour apporter les nouveautés à tous les participants. Merci aux participants également de se poser des questions sur ce sujet, qui est un sujet important. Dans les ressources de l'entreprise, c'est vrai que la ressource digitale est essentielle. Et quand on sait qu'il n'y a que 40% des entreprises de transport et logistique qui disposent d'un ERP, on se dit que peut-être il va leur manquer des outils pour pouvoir affronter la révolution 4.0 qui est engagée dans l'industrie. Voilà. Donc, merci à ceux qui ont accepté de débattre de ces sujets cet après-midi, où on va parler un peu de sécurité, et notamment de tout ce que peut apporter le digital et le numérique sur le problème de la sécurité dans les transports. Merci François pour cette introduction. Bonjour à tous, donc, je suis Isabelle Gimig du cabinet Perfeco, de conseil en organisation industrielle et en performance durable. Et je suis ravie d'animer cette table ronde avec vous aujourd'hui, c'est une première pour moi. Je suis bien accompagnée, puisque j'ai à ma droite Gilles Barruyer de JDG Assurance. Donc, pour en quelques mots vous situer, vous venez du monde du transport, plus de 20 ans chez Jeffco, chez DHL France, et maintenant vous êtes associé au sein d'un cabinet d'assurance. Donc vous allez nous apporter un peu comme un super témoin votre regard sur le sujet gestion de risque et votre regard sur le transport, et voir comment le digital peut aussi être un outil pour sécuriser les prestations de transport et de logistique. À côté de vous, Hugo Lemoine. Bonjour Hugo. Vous êtes responsable du partenariat chez Synox. Donc Synox, c'est une entreprise qui a été fondée à Montpellier, qui est intégrateur, éditeur de solutions IoT, que vous avez peut-être vu parmi nos exposants aujourd'hui. Vous avez plusieurs applications qui concernent le monde du transport et de la logistique, notamment Soflit, dont vous nous parlerez un petit peu après. Marc Lemine, bonjour. Vous êtes directeur général d'Effitrax. Donc Effitrax, entreprise qui est née à Courtrai, en Belgique. Oui. Bien. On est européens. Et donc la mission est de fournir des solutions numériques universelles de gestion de flotte pour le transport routier de marchandises et de voyageurs aussi. Et donc on discutera ensemble notamment d'Efficube, qui est votre plateforme de télématique ouverte et universelle. Et enfin, Rally Bourouiba, bonjour. Donc, fondateur de Solaris Logistique et Solaris BI. Et vous avez la solution Apollo, dont vous allez nous parler, qui est une plateforme de digitalisation du transport et de la logistique. Vous en parlerez un petit peu plus dans le détail. Et vous êtes un presque local, basé en Lozère, à Marvejols, voilà, en Occitanie. Ce que je vous propose, c'est qu'à tour de rôle, vous présentiez un petit peu plus maintenant dans le détail vos entreprises et vos activités notamment et votre type de clientèle. Alors je vois qu'Hugo a pris le micro, donc voilà, Hugo. C'est parti. C'est parti. Bonjour à tous. Donc, comme Isabelle l'a dit, chez Synox, on est éditeur intégrateur de solutions IoT. Notre positionnement, c'est de pouvoir intégrer tout type d'objets connectés, donc qu'importe le type de captation de données, qu'il s'agisse de température, de pression, de vibration, de localisation, de rendre connectés ces objets via de la connectivité dédiée, donc que ce soit du cellulaire, avec des accords avec les mono et multi-opérateurs, tout ce qui va être réseau dédié aux objets connectés, donc du LoRa, du Sigfox par exemple, ou dans des domaines comme le transport ou l'agriculture, du réseau satellitaire pour tout ce qui est couverture qui n'est pas optimale via les autres types de réseaux.
Et après, on est éditeur de nos plateformes. Donc, notre première plateforme, SOM2M IoT, qui est une plateforme de device et connectivity management. Donc, savoir où sont localisés ces objets connectés, quels sont les messages qui sont envoyés et de pouvoir suivre sa consommation de data. Et la deuxième plateforme, SoDataVis, qui permet de visualiser la donnée, donc de restituer toutes les informations qui sont collectées de façon graphique sur des dashboards, sur des widgets. Et après, comme l'a dit Isabelle, on a aussi une solution dédiée. C'est la seule solution verticalisée qu'on a, sinon c'est une solution IoT transversale. Une solution qui s'appelle Soflit et qui est dédiée à tout ce qui est gestion de flotte de véhicules électriques, thermiques et hybrides. Merci Hugo. Marc, je vous laisse prendre le relais pour nous présenter Fitrax. Bonjour, donc merci pour l'invitation. Hein. D'ailleurs, je viens de loin, puisque je viens du centre-ville de Toulouse. En fait, j'habite à Toulouse, mais je suis le directeur général un peu par hasard de la société Fitrax. Pourquoi ? Parce que j'ai géré pendant 15 ans une des premières entreprises de télématique française. Donc quand je dis une des premières, c'est une des premières à être née en fait, hein, qui s'appelait Novacom Service, hein, donc, qui était ici à Toulouse, au parc technologique du Canal. Donc Novacom était une spin-off de la société CLS, hein, et désormais c'est intégré dans CLS, et on a équipé un parc d'environ 70 000 véhicules lourds avec des solutions embarquées. Et donc à l'époque, ce qu'on faisait, c'est que on se fournissait auprès d'industriels divers qui nous vendaient des boîtiers qu'on allait mettre dans les véhicules suivant les besoins de nos clients. Et donc, il nous est arrivé d'équiper des poids lourds avec des boîtiers. Et puis un jour, par exemple, un de nos clients, qui était dans le nord de la France, à Lille, était très content de notre solution. Hein. Il nous a dit, bon, maintenant que vous avez équipé les véhicules, j'aurais besoin de faire de l'éco-conduite aussi. Ah, alors là, on a été un peu embêtés. Parce qu'en fait, le boîtier qu'on avait fourni ne permettait pas de faire de l'éco-conduite. Hein. Ça ne se connectait pas au véhicule. Et donc, on a été obligé de mettre un deuxième boîtier. Voilà. Et donc, on s'est trouvé dans une situation où ce client-là, avec ses deux boîtiers, plus d'autres boîtiers aussi, parce qu'il y avait d'autres fonctions qu'il souhaitait. Donc, les chauffeurs avaient en face d'eux, c'était un vrai sapin de Noël hein, sur le tableau de bord, donc ça clignotait en tous les sens. Et effectivement, ça, c'est un des problèmes de ce que j'appelle la première génération de télématique. Et la société Fitrax, justement, pour ce client-là, a commencé, et pour d'autres d'ailleurs, a commencé à développer la solution de télématique 2.0, c'est-à-dire le boîtier universel finalement, qui permet de se connecter à tous les équipements du véhicule et de récupérer toutes les informations dont on a besoin à partir du véhicule. C'est-à-dire que c'est un boîtier, donc on en a parlé tout à l'heure, qui s'appelle EFICube, qui est au format Indine, donc format autoradio, qu'on installe assez facilement dans le véhicule et qui va se connecter, alors pour ceux qui connaissent, hein, je ne sais pas si c'est le cas dans la salle, mais ça va se connecter au FMS, qui est le Buscan, qui est standard désormais sur les châssis poids lourds, et également à tous les autres Buscan qui sont sur le véhicule ou qui peuvent être sur la remorque. Et on dispose de librairies qui vont permettre de récupérer la plupart des informations du véhicule nécessaires pour faire de l'éco-conduite, pour faire de la gestion de tournée. Bon, ça c'est la géologue, c'est très classique. On peut se connecter également au chronotographe électronique pour remonter de la donnée sociale, etc., etc. Donc l'idée, c'est d'avoir une plateforme universelle qui va correspondre à tous les besoins en données pour les applications existantes et les applications futures. Voilà. J'étais un peu long, désolé. Merci Marc. Non, mais c'est une bonne introduction. Ralib, je vous laisse aussi présenter un peu les activités de Solaris et la solution Apollo. Merci. Alors, Solaris BI, qui est l'éditeur du logiciel... Je le prononce en anglais, le BI, mais oui, c'est BI, pardon. Pardon, Solaris BI. Donc, nous développons la solution Apollo. Apollo est un logiciel qui est né du fruit de mon expérience, mais surtout en fait des rencontres avec les clients que j'ai eu la chance de pouvoir accompagner au travers de ma carrière.
Globalement, le constat était le suivant. Il y a déjà en fait sur le marché tout un lot d'outils, de logiciels, des TMS, des WMS, il y a des boîtiers de télématique, il y a vraiment beaucoup de choses en fait, c'est très riche et très intéressant. La problématique, c'est que souvent ils sont conçus pour des flottes qui sont d'assez grande taille, c'est-à-dire que la grande majorité des flottes de véhicules sont des petites et des moyennes flottes, et globalement leur cumul est largement supérieur à la somme des grosses flottes. Et pour autant, il n'y a pas d'outils qui étaient dédiés et adaptés à ces activités-là, c'est-à-dire en gros, une personne qui doit pouvoir surveiller à la fois ses tournées, sa maintenance, sa consommation, son RH, faire ses plannings, etc. Et donc, il se retrouve avec une multitude d'outils. L'arbre de Noël, au lieu d'être dans le camion, finalement, il est en bureau. Et ça, c'est ingérable et ça finissait par retomber sur des fichiers Excel ou une totale non-gestion où on pallie à l'urgence. Sur ce constat, donc nous sommes partis sur une solution qui est justement adaptée à ces tailles petites et intermédiaires pour pouvoir justement avoir sous une seule interface l'ensemble des fonctionnalités qui sont nécessaires à la gestion du quotidien. Donc après, ça a été quelles sont les fonctions nécessaires à la gestion du quotidien. Et bien là, en fonction des activités, selon que je sois transporteur, selon que je sois distributeur en négoce de matériaux ou autre, que je sois dans le TP ou autre, ben les besoins ne sont pas les mêmes. Donc Apollo a été conçu en baignant avec tout ça. Donc on l'a conçu comme une boîte de Lego avec différentes briques fonctionnelles qui vont être agencées de manière à pouvoir tendre au maximum vers les spécificités du client. Il reste toujours un pourcentage d'écart entre le besoin réel final et ce montage et la mise en place des fonctionnalités. Et donc on va être en capacité à faire du développement sur mesure pour combler les quelques pourcents qui manquent entre ce que permet de faire Apollo et finaliser en fait le besoin. Et juste pour terminer, donc Apollo est développé 100% en France et plus spécifiquement en Lozère à Marvejols, département le moins peuplé de France, mais comme quoi même en Lozère, même si quand il y a plus de vaches que d'habitants, mais on sait aussi faire du logiciel. Bon. Merci Radib. Gilles, est-ce que vous pouvez nous présenter JDG Assurance ? Alors JDG Assurance a été créé il y a 5 ans maintenant. Par deux de mes associés, Fabien Gillot, membre du COMEX 40 au MEDEF, et Jules Julien. Donc Fabien Gillot est également champion olympique de natation. Et donc ils ont créé et racheté un petit cabinet. Et moi je les ai rejoints il y a maintenant 3 ans, avec un lourd passé dans le transport, parce que j'ai fait... pas loin de 20 ans chez Jeffco et 15 ans chez DHL. Voilà, donc, et on a une spécificité au-delà de l'assurance de marchandises et l'assurance de personnes, bien évidemment, et l'assurance de biens. C'est qu'on s'est spécialisé une partie dans le transport, dans l'immobilier et dans le social. Voilà. Nous avons aujourd'hui 26 collaborateurs basés à Toulouse. On a un bureau à Marseille avec 2 personnes et un bureau à Paris de commercialisation avec 4 personnes. Et nous sommes passés en 5 ans de, on va dire, 3,5 millions de chiffre d'affaires à 50 millions d'euros de chiffre d'affaires, avec beaucoup de belles références. En tout cas, dans le transport, on a Colis Privé, Jiménez, La Battue, différents acteurs, ISO, voilà. Et on essaye, en étant proche de nos clients, d'amener, j'allais dire, le savoir-faire que j'ai eu dans le passé, mais bien évidemment aussi avec mes associés, et sur la partie technique assurantielle. On va en reparler tout à l'heure, je pense, sur certains outils de digitalisation. D'accord. Merci Gilles. Alors, on va aborder la sécurité, le digital outil pour assurer la sécurité du transport sous plusieurs aspects. Je vous propose de commencer par parler un petit peu du sujet de la sécurité du matériel. On a parlé de boîtiers connectés, télématiques, etc. En quoi, par exemple, à Ralib, les solutions Apollo peuvent aider un transporteur à amener plus de sécurité, plus de sérénité dans l'utilisation de son matériel roulant?
Alors, c'est vrai que sur la thématique de sécurité, on pense immédiatement accident, sinistre. C'est vrai qu'il y a d'autres manières de voir cet aspect sécurité. Si on parle et on aborde donc sur cet aspect matériel, c'est sécuriser effectivement, veiller à ce qu'il y ait peu d'accidents, mais sécuriser aussi le fonctionnement du véhicule, c'est-à-dire s'assurer finalement qu'il va bien pouvoir démarrer le plus souvent possible lorsque j'en ai besoin. C'est aussi un élément de sécurité parce que ça permet aussi de garantir l'exploitation, le fonctionnement, le service, etc. Là-dessus, nous avons travaillé sur toute la partie maintenance, donc sur des aspects préventifs, de manière à nous assurer, de manière à faire en sorte que l'ensemble des éléments réglementaires, tout d'abord, mais aussi tout ce qui va être vidange, entretien préventif et autres qui sont prescrits par les constructeurs, les aspects de pneumatiques, puissent être suivis, et ce, de manière la plus simple possible. Ça se gère très bien dans la tête quand on a 5 ou 10 véhicules, mais quand on commence à en avoir 50, 100 ou 500, on ne sait plus trop où est-ce qu'on en est. C'est un impératif fort parce que finalement, si mon contrôle réglementaire ou mon assurance n'est pas repassée ou autre, qu'est-ce qui va se passer? C'est que en cas de contrôle, je suis pénalisable. En cas d'accident, j'ai plus que tort, même si, voilà, parce que je n'étais pas dans les règles. Et notamment dans la marchandise, le poids lourd, il a tort quoi qu'il arrive s'il y a un aspect réglementaire qui n'est pas respecté, même si ce n'est pas lui qui a grillé le feu rouge. Et il n'est pas couvert. Donc forcément, voilà, travailler finalement sur cet aspect préventif, s'assurer que les matériels sont toujours aux normes réglementaires, et ce, de la manière la plus fluide possible. Et ça va nécessiter justement de faciliter et de sécuriser l'information liée justement à l'ensemble de ces entretiens, et donc de faciliter les échanges entre finalement celui qui doit faire le réglementaire, le propriétaire de flotte, le garage, qu'il soit interne ou externe, les multisites, quand on est sur des flottes de véhicules qui vont se balader d'un point à l'autre. Tout ça nécessite effectivement d'harmoniser l'information. Autre point qui concerne cette partie matérielle, alors c'est un élément de sécurité, mais plus d'un point de vue impact environnemental, c'est qu'une flotte de véhicules qui est bien entretenue est globalement moins polluante, a moins de chances de tomber en panne, et régler une panne, ça a un coût élevé financier, mais ça a aussi un impact environnemental fort. Et enfin, une flotte bien entretenue a une durée de vie qui va être beaucoup plus longue en tout cas, et donc va nécessiter moins de changements et de remplacements de flotte de véhicules. Donc voilà, c'est vrai que par le prisme Solaris, voilà, la sécurité des matériels va être plus sur ces aspects de faire en sorte qu'ils soient en bon état au bon moment pour pouvoir sécuriser toute la partie fret. Vous mesurez l'amélioration ou le taux de disponibilité du véhicule grâce à vos solutions? Oui, par donc le nombre de jours d'arrêt des véhicules est évalué, ce qui permet effectivement de mesurer les taux de disponibilité. Concernant l'impact sur le rallongement de la durée de vie des véhicules, donc là on s'est basé sur des études, on n'a pas encore le recul nécessaire pour pouvoir l'établir, mais on a mis en place les capteurs qui vont nous permettre de pouvoir avoir ces informations-là dans la durée. Et c'est une demande de vos clients? C'est une demande très, très forte parce que pouvoir se dire voilà, je garde mon véhicule 10% d'années en plus ou 15%, voilà, c'est-à-dire que mon amortissement en fait et ma rentabilité est meilleure sur le véhicule, donc je baisse mon TCO. Le TCO, c'est un indicateur fort, Total Cost of Ownership. Plus je garde mon véhicule et plus mon TCO baisse. Donc oui, il y a une volonté de pouvoir l'évaluer, le mesurer. Et ça va permettre d'aller même progressivement plus loin. Donc là, si je me projette à plusieurs années, mais quand on pourra estimer par type d'activité, de secteur géographique, finalement, quel est le véhicule le plus adapté, et donc ainsi orienter les achats qui aujourd'hui se font plutôt sur du feeling, de l'expérience, pouvoir avoir en fait de la donnée complémentaire qui fera cette aide à la décision. En fonction de l'usage du véhicule, de l'exploitation. Hugo, vous voulez réagir? Non, juste appuyer sur ce que disait Ralib, là, sur toute la partie maintenance, que pour moi c'est important de passer d'une maintenance corrective où on constate un défaut et sur lequel on intervient à une maintenance préventive, donc de pouvoir superviser toutes les données de consommation des véhicules, que ça soit de la... Préventive, voire prédictive? Oui. Oui, c'est la suite logique, mais tout ce qui va être trajet, plein, consommation,
tout ce qui va être aussi code erreur forcément des véhicules, de pouvoir remonter automatiquement sur un outil tout ce qui va être date de prochaine maintenance pour que la personne qui est en charge de superviser la flotte elle puisse le suivre. C'est important d'avoir ce type d'indicateur pour pouvoir améliorer justement la maintenance. Marc, est-ce que vous voulez compléter? Oui, je complète. Donc, et je vais dans le sens de ce que vous disiez. Hein. Typiquement, c'est le genre d'indicateur qu'on est capable de remonter. Donc, encore une fois, hein, nous, on est spécialisé dans le recueil de données du véhicule. On a un client qui est un constructeur de véhicules et qui utilise notre boîtier pour faire de la maintenance préventive sur les véhicules pour le compte de ses clients. Donc en fait, on remonte des données comme le nombre de tours moteurs, comme le pourcentage d'enfoncement de la pédale d'accélération dans certaines circonstances. Donc on utilise également de la BI parce qu'on remonte de la donnée, mais littéralement seconde par seconde. Donc on a des montagnes de données. Donc on est obligé de synthétiser tout ça pour sortir des indicateurs qui ont un sens. Et c'est vrai que la plupart des informations, elles sont quand même beaucoup liées à l'utilisation du véhicule par le conducteur. Hein, donc on a des clients qui voient que vous avez les chauffeurs, le matin, ils mettent en route le véhicule et puis ils partent boire un café. Une demi-heure après, vous avez le véhicule qui a tourné au ralenti. Ça n'a pas servi à grand-chose, ça a usé le véhicule, ça a augmenté la consommation. Voilà, donc c'est ce genre de choses qu'on arrive à identifier. Et après, c'est vrai qu'il y a quand même un effort à faire au niveau du management et de la gestion pour améliorer ça. C'est-à-dire que les outils, c'est bien, hein, mais en tant que tel, ça ne suffit pas pour améliorer significativement les utilisations tant que le management des entreprises ne fait pas ce qu'il faut pour que des mauvaises pratiques changent. Ça nous rassure. Il y a de l'humain là-dedans, heureusement. Gilles, je ne sais pas si vous voulez apporter votre regard là-dessus, sur ce sujet du... Non, je crois que là, ce qui est très important aujourd'hui, c'est que tous les leviers avec mes 3 camarades, en tout cas pour le chef d'entreprise, pour le management des entreprises, on a tous les leviers pour piloter, j'allais dire, avec efficience et là, ce qu'il venait de dire sur le démarrage du camion 30 minutes avant et qui tourne, on l'a connu dans de nombreuses où je vais chercher ma tournée, je viens d'arriver. Bon, aujourd'hui, c'est plus possible de gérer une entreprise comme ça et on a besoin de tous ces outils. Donc effectivement, ce qui est important, c'est l'harmonisation et la remontée et la matérialisation des tableaux de bord pour pouvoir être actif. Je pense que c'est ça qui est très important. Je fais le lien un petit peu parce que vous parlez de l'humain, oui, si l'humain ne change pas de comportement, on n'y arrivera pas de toute manière, enfin, si on ne les manage pas exactement. Ralib, dans les solutions que vous proposez aussi, c'est des solutions qui impliquent les chauffeurs aussi dans la sécurisation du matériel, notamment par rapport à des checklists de maintenance préventive, etc. Et qui permet en plus non seulement de les impliquer pour mieux suivre tout ça, mais en plus de faire qu'ils aient des moyens de communiquer aussi des informations qui peuvent être perdues et qui ont de la valeur pour l'entreprise, mais qui peuvent être perdues si elles ne sont pas communiquées. Oui, alors selon les entreprises, les cas de figure, etc., donc l'humain sera un moteur ou un frein dans ces aspects de digitalisation. Alors effectivement, donc... paramétrer ces systèmes de checklist permet effectivement d'aborder la problématique sur différents aspects. Déjà, effectivement, pour ceux qui ont envie d'avoir un véhicule relativement propre, et notamment là, on est dans des cas où c'est un chauffeur qui a son propre véhicule attitré, il va avoir envie de rouler et de ne pas avoir à en changer. Donc là, souvent, ils vont exprimer des frustrations sur le fait qu'ils l'ont dit à l'exploitant tel jour ou par SMS, etc. Donc la donnée peut être perdue. Donc là aussi, il y a besoin de sécuriser la donnée. Ça permet à un chauffeur qui est consciencieux de pouvoir être sûr que sa demande elle est bien reçue, traitée et d'avoir une historisation et que lui-même, en cas de réclamation interne, puisse dire « je te l'ai envoyé, effectivement, la trace elle est là, excuse-nous ». Voilà.
À l'inverse, et ça on va plutôt l'avoir dans les cas de figure où finalement les chauffeurs sont volants, c'est-à-dire on va avoir plusieurs chauffeurs qui vont utiliser plusieurs types de véhicules. Donc là en général on est plutôt sur beaucoup moins consciencieux, c'est-à-dire que c'est charge à l'autre en fait de gérer le problème, et s'il y a un bing ou une casse, c'était forcément la faute de l'autre. Et là ce système de check a aussi pour avantage de pouvoir finalement responsabiliser les utilisateurs. Celui qui déclare finalement en début de journée la casse, si le prédécesseur ne l'a pas déclaré, c'est forcément la faute de celui d'avant. Et il charge à lui finalement de l'avoir déclaré avant, etc. et en cascade. Alors, ce n'est pas des systèmes parfaits. Encore une fois, s'il y avait une baguette magique, je pense que ça se saurait. Mais l'idée, c'est effectivement d'essayer de tendre au maximum vers des solutions qui permettent de réduire finalement en fait, les impacts de la perte d'informations et l'impact aussi du manque d'implication qu'on peut avoir dans certaines organisations. Après, toujours sur l'accompagnement humain, parce qu'effectivement, vous le disiez, la BI, elle est très importante parce que quand j'ai des trillions en fait, de données, qu'est-ce que j'en fais? Et finalement, passer l'essentiel du temps à passer en revue de la donnée où il n'y a pas de problème, ça ne présente aucun avantage. Et c'est là où il y a besoin de paramétrer finalement, et ça se fait client par client. Quels sont tes points de douleur et quels sont les points en fait, que tu as besoin qu'on te remonte. Et ça permet ensuite au manager de pouvoir avoir un accès directement à là où sont les problèmes. Alors, c'est sûr qu'on lui remonte du coup que des problèmes, mais en même temps, ça lui permet d'être plus efficace et efficient là-dessus. Et enfin, toujours sur cette notion d'accompagnement humain, ce qu'il faut voir, c'est qu'on est sur des organisations où il y a peu de temps, beaucoup de choses à faire. Donc il y a aussi besoin d'un renfort humain extérieur, notamment quand on va mettre en place ces outils-là du digital. Il y a aussi besoin d'accompagner dans la mise en place de nouveaux process qui ne sont pas toujours clairs ou pas évidents ou multiples. Et cet accompagnement humain peut être nécessaire, voire souhaitable, pour faire en sorte que le digital ait pleinement en fait, l'impact qu'il doit avoir. Allez-y, Marc. Je me permets de rajouter une chose, parce que ça c'est intéressant. Parce on parle du digital. Donc nous, on a deux types de clients. On a des gros. Donc notre plus gros client, c'est Paprec. Donc c'est une grosse boîte. Et Paprec a un service informatique. Donc eux, je dirais qu'ils n'ont pas trop de problèmes sur le digital, mais c'est pas au même niveau. C'est plus, on discute d'informaticien à informaticien. Et on a d'autres clients. Typiquement des autocaristes. Voilà, ils ont 50 ou 100 autocars. Et eux, ce qu'ils veulent, c'est un truc qui marche. Ils n'ont pas d'informaticien en général. Et quand ils ont un problème d'informatique, genre mon Windows ne démarre pas, ils nous appellent. Et on dit ouais, mais c'est pas pour nous, ça, c'est pas notre problème. Mais donc on a vraiment. Le digital, vous voyez, il y a vraiment des gens qui sont vraiment que des utilisateurs. Et on ne les traite pas de la même façon, évidemment, que les gens qui ont des services informatiques et qui sont qui eux justement développent leurs propres solutions. Eux, c'est des gens, ils utilisent du Power BI ou des outils et ils développent leur propre dashboard. Alors que les autocaristes, non, il faut vraiment le truc qui marche. Voilà. Et si ça marche pas, venez me régler ça tout de suite. Voilà. Merci Marc. Donc effectivement, des solutions qui s'adaptent à des niveaux de maturité digitale différentes, mais il faut de l'accompagnement dans tous les cas. Et vous parliez tout à l'heure d'évolution de processus. Parfois, les processus, ils ne sont même pas identifiés, ils ne sont même pas connus. Donc parfois, c'est juste construire avec l'entreprise ces processus, savoir ce qu'elle veut faire. On y reviendra peut-être tout à l'heure, mais c'est très structurant pour l'entreprise. Oui, Hugo. Oui, on en reparlera peut-être tout à l'heure, mais je pense que c'est important aussi, qu'importe la taille de l'entreprise, d'accompagner tout ce qui est, tous les transporteurs, de mener une politique du changement sur tout ce qui est mis en place d'outils digitaux, d'expliquer l'intérêt de mettre en place ce type de solution, que c'est pas simplement que pour surveiller, mais pour optimiser à la fois les coûts, l'efficacité de l'entreprise. Effectivement. Je ne sais pas si vous voulez apporter un commentaire là-dessus. Alors non, moi ce que je voudrais juste rajouter par rapport à ce qu'on vient de dire sur la partie numérique, entre guillemets, nous on n'agit pas de manière numérique vis-à-vis de ça, mais on parlait des accidents, on parlait tout à l'heure des accidents, en tout cas sur la sinistralité.
Nous, on fait systématiquement, j'allais dire, des réunions avec nos clients de sensibilisation, notamment à la sécurité routière, avec les facteurs de risque, l'aggravation des facteurs de risque, les nouveaux risques, notamment pour la livraison en ville avec les trottinettes électriques et ce genre de choses, la prise de médicaments, la conduite sous cannabis, l'endormissement en fonction de si vous êtes plus tractionnaire ou voilà, enfin des choses qui sont malheureusement le quotidien de nos clients. Voilà. Et donc là, c'est aussi de l'humain. Et c'est aussi du travail avec, bien évidemment, la direction de ces entreprises-là, qui sont partie prenante, et avec aussi les capitaines de route, parce que pour relayer l'information, mais ça va dans la droite ligne de ce que disait Rally tout à l'heure, puisque avec du matériel entretenu, avec tout ce qui va avec, c'est aussi la sécurité vis-à-vis des personnes. Et c'est ô combien important. Et avec de la formation, je crois, Marc, vous avez aussi des projets là-dessus, sur la formation à la sécurité routière. Alors oui, en fait, on a deux sujets sur la formation. Donc, comme je le disais, hein, on a un boîtier qui permet de remonter tout un tas de données pour différents types d'applications. Donc, un client comme Paprec, que je viens de mentionner, a des services informatiques pour développer ses propres applications métiers, puisqu'ils considèrent désormais que c'est stratégique. Hein. Donc, à une époque, ils achetaient ça à des fournisseurs. Maintenant, ils le développent en interne. Par contre, il y a des choses qu'ils ne savent pas et qu'ils n'ont pas forcément envie de développer. C'est tout ce qui est lié aux véhicules et notamment à la consommation. Donc, pour le coup, on développe quand même une application d'éco-conduite qui permet, alors c'est sur une tablette hein, et ça se connecte à notre boîtier et ça permet à un chauffeur et à un formateur de voir comment la conduite impacte la consommation, donc la façon dont j'accélère, dont je freine, etc. Donc ça, c'est une application qui, par les temps qui courent et avec le prix du carburant aujourd'hui, ça présente un certain intérêt. Mais là, je reviens sur ce qu'on disait tout à l'heure. Ce type d'application, on l'a vu en place justement auprès de la société à Lille que je vous mentionnais tout à l'heure, hein, qui met en place ce programme d'éco-conduite avec de la formation, de l'accompagnement, du management. Donc ça, c'était il y a quelques temps. Et en fait, la personne de cette société qui s'occupait de la formation, de l'accompagnement, elle est passée chez Fitrax. Et donc, il y avait un gain moyen de 20% sur les économies de carburant. Mais le jour où le management a cessé d'accompagner, eh ben, les chauffeurs sont revenus dans leur, je dirais pas dans leur travers, mais parce que c'est la facilité et c'est humain. C'est comme ça. Voilà. Donc, encore une fois, juste pour dire, il y a toujours de l'humain. Hein, le digital ne fait pas tout. Donc, ça, c'est pour l'éco-conduite. Et l'autre sujet sur lequel on travaille actuellement, c'est sur la formation à la sécurité, en fait. Donc, c'est un peu comme de l'éco-conduite, hein, parce que quand vous conduisez de façon pas forcément très économique, il y a des grandes chances aussi qu'au niveau sécurité, votre conduite ne soit pas terrible. Donc, accélération brusque, freinage brusque, etc. Hein, des grands classiques. Et donc, comme je vous le disais, hein, on est partenaire d'un courtier d'assurance qui va proposer dès le début de l'année prochaine une offre d'assurance connectée qui utilise nos capacités et qui s'appuie sur un grand groupe d'assurance français. Voilà. Et l'idée, c'est d'avoir de la formation des conducteurs à la sécurité, ce qui permet d'avoir une offre d'assurance qui normalement devrait être beaucoup moins chère que ce qu'il y a aujourd'hui sur le marché. Et là, encore une fois, nos outils, ils permettent à la fois de faire de la formation et après post-formation, de contrôler que tout se passe bien. Et je vois que je monopolise beaucoup la parole. Non, je vais passer le micro à quelqu'un d'autre. Non, mais François Berthier qui challenge Gilles, comme vous. Non, mais vous pouvez compléter si vous le souhaitez. Non. Non, bon alors du coup je vais vous donner la parole parce que vous avez aussi des outils qui utilisent du numérique pour anticiper les sinistres ou en tout cas par rapport...
Le micro, oui. Pardon, je ne vais pas me mettre au niveau numérique de mes collègues, mais oui, on est co-développeur d'un produit qui s'appelle Certificall, qui est en fait une preuve numérique certifiée et eurodatée. D'accord, et qui va avoir deux aspects, un aspect préventif qui peut être le cas de validation de livraison sur chantier quand il n'y a pas de destinataire, qui va être aussi livraison en SaaS, preuve de livraison en SaaS. Là, SaaS, c'est pas Software as a Service. Non, c'est en SaaS. Non, SaaS. C'était pour faire un peu d'humour. Pardon. Non, c'est très bon, mais c'est bien des SaaS. Voilà. Et puis, et savoir avoir aussi un aspect, j'allais dire, lors d'un sinistre, d'accord, ou en prévention, par exemple, ça peut être aussi sur le fait que le chauffeur puisse prendre une preuve du mauvais plombage du camion ou d'un mauvais chargement ou de choses comme ça. Et ce qui est très important aussi, c'est que c'est accompagné par des experts de transport et des juristes téléphoniquement. C'est-à-dire que c'est pas juste tu as une application sur ton smartphone et puis tu te débrouilles par rapport à ça. C'est pour telles circonstances, on a un numéro d'appel unique, joignable 24 heures sur 24 et qui permet aussi, avec cette certification numérique française et approuvée au niveau européen, ça permet de limiter, de ne plus avoir de constat d'huissier et aussi de libérer, ce qui est important aussi, les chauffeurs beaucoup plus rapidement possible que les temps d'attente nombreux vis-à-vis de ça. Voilà. Donc ça, c'est aussi ce qu'on est en train de co-développer et pour pouvoir avoir la possibilité de le proposer à nos clients. D'accord, bon, c'est intéressant. Les assureurs innovent. On a une obligation aussi, je pense, en tout cas dans le métier de l'assurance, d'être préventeur et d'avoir le plein de garantie pour nos clients, c'est important. Effectivement. Alors, du coup, on a parlé de sécurisation de la prestation, de la livraison. Hugo, est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu de l'offre que vous proposez pour assurer une traçabilité, notamment des marchandises dangereuses? Quels outils Sinox peut connecter, puisque vous ne fournissez pas les objets connectés, mais vous gérez les interfaces, les data, etc. Qu'est-ce que vous proposez dans ce domaine de la traçabilité des marchandises dangereuses? Alors, on n'est pas fabricant de capteurs, mais par contre, on propose en direct des capteurs à nos clients. Donc, sur tout type d'usage, on a à peu près 700 objets qui sont connectés. Et après, 700 types de familles d'objets? 700 modèles différents d'objets. D'accord. Ouais. Et un objet, ça peut être un camion, ça peut être une palette, ça peut être un colis, ça peut être une porte. Ça peut être la marchandise. Oui, c'est vraiment pour tout type d'usage. Je disais, c'est d'avoir un objet qui permet de collecter tout type de données. Donc ça peut être sur le véhicule en lui-même, on en a déjà pas mal parlé. Sur la marchandise, ça peut être pour justement superviser le bon transport. Donc on fait par exemple tout ce qui est transport d'organes, où là on va forcément faire du tracking du véhicule qui transporte la marchandise, mais aussi faire aussi du contrôle de température pour s'assurer qu'il y a un niveau constant de bon niveau de température. Tout ce qui va être transport de marchandises dangereuses aussi. Donc par exemple les camions citernes, on va pouvoir placer des capteurs de détection de choc, de pression, de température, donc pour différents usages avec des normes adaptées. Pour donner un exemple, on a la solution Soflit qui sert à superviser, on va dire, le type de transport, et après via Sinox on est capable de superviser tout type de marchandises, tout type de colis qui est déplacé par le véhicule. D'accord, merci. Vous parlez de sécurité marchandises. Vous m'aviez aussi donné un exemple, alors qui n'a rien à voir, mais qui est qui m'avait marqué sur les trappes des camions citernes. Je ne sais pas si vous pouviez un peu... Tout ce qui concerne forcément les trappes de cuve à carburant, on va pouvoir équiper de capteurs pour détecter une ouverture, même aussi placer des scellés connectés qui empêchent par exemple l'ouverture quand le véhicule est en route, pour éviter par exemple tout ce qui est... d'éviter par exemple ce qu'on a eu récemment avec un client transporteur qui avait des migrants qui allaient forcément dans ses cuves. Donc à la fois la sécurité des migrants, à la fois aussi la sécurité
sécurité pour le transporteur, pour faire attention de ne pas mettre en danger forcément les migrants. Tout est imaginable sur ces cas d'usage. D'accord. On peut suivre en temps réel maintenant les livraisons d'essence ou pas? C'est important. Oui. Bon, en fait, non, fallait pas le micro. C'était pour une vanne. C'est pas grave. On a un tout petit peu ce matin abordé le sujet de la géolocalisation, pas énormément. Je ne sais pas si Ralib, vous pouvez nous en parler aussi sur l'exploitant, sécuriser l'activité du point de vue exploitant. Tout à l'heure, vous disiez que vous proposiez des solutions qui étaient valables pour des grandes entreprises, mais aussi pour des petits où on avait un peu des hommes ou femmes orchestres qui géraient tout. En quoi aussi les solutions que vous proposez les aident à sécuriser l'activité aussi en se libérant de la charge mentale, c'est ça? Oui. En prenant les bonnes décisions, en anticipant? Essayer d'anticiper, oui. Alors, dans le transport, c'est loin d'être toujours évident. Hein. Souvent, on essaye de blinder au maximum, avoir la ceinture et les bretelles pour s'assurer que le camion sera au bon endroit au bon moment. Donc il y a un stress un peu permanent en fait, dans le transport, que ce soit dans le transport pur de marchandises voyageurs, mais aussi pour les comptes propres. Parce que c'est un outil industriel, le camion est un des rares outils industriels qui est loin de l'entreprise, parce qu'il est sur la route. Et en plus, il est mobile et il est sujet en fait aux fluctuations, mais aussi aux intervenants extérieurs qui à tout moment peuvent finalement ruiner quelque chose qui a été un trajet qui a été minutieusement préparé et avec des impératifs forts. Donc, sauf qu'on ne peut pas non plus être à cran en permanence parce que dans l'essentiel du temps, en fait, ça se passe bien. Donc, c'est comment je fais pour, là aussi, être alerté uniquement pour gérer les cas en fait, de complications. Donc, effectivement, nous ne sommes pas ni concepteurs ni intégrateurs d'outils de géolocalisation et d'IoT. Par contre, nous travaillons avec ces entreprises-là quand un de nos clients n'est pas équipé, ou alors nous nous greffons sur les solutions existantes quand il est déjà équipé. Souvent aussi, là on revient un peu sur ce qu'on disait tout à l'heure, hein, c'est quand j'ai beaucoup de données, finalement c'est laquelle je présente. Et donc les exploitants au quotidien ont besoin de savoir où sont leurs véhicules. Quand on commence à être sur des tailles de flotte un peu importantes, j'ai besoin de savoir quand un flotte ou une partie de ma flotte de véhicules est rentrée dans un secteur géographique donné, donc ce qu'on appelle le geofencing, c'est déterminer, voilà, il y avait un trajet, un itinéraire, il est sorti son itinéraire, qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'il y avait des bouchons? Est-ce que c'est parce qu'il avait de la famille sur place? Est-ce que, il peut y avoir tout ce qu'on peut imaginer. Pareil, pour des véhicules qui rentreraient plutôt à l'entrepôt, pour pouvoir faire un deuxième ou un troisième départ dans la journée, être alerté qu'il y a un véhicule qui n'est plus qu'à quelques kilomètres de l'entrepôt, ça permet d'anticiper, de dire les gars sur le quai, préparez les palettes, là ça repart avec un tel. Tous ces outils en fait que nous développons, alors ils ont l'avantage en fait de faciliter le quotidien, mais au fur et à mesure où on s'est retrouvé avec beaucoup d'informations, en parallèle aussi, on s'est retrouvé avec beaucoup de pression qui a été en augmentant. Pourquoi? Parce que les destinataires finaux sont de plus en plus pressés d'avoir la marchandise. Ils sont habitués d'appuyer, de cliquer sur un bouton, donc ça doit être livré immédiatement. C'est vrai qu'on a des solutions comme Amazon, quand ils nous présentent le fait que c'est livré en drone dans les 30 minutes dans une grande ville, tout le monde a l'impression que finalement livrer un colis c'est hyper facile. Sauf que c'est tout sauf facile. Ça fait entrer en jeu un nombre d'acteurs, de marchandises, de process qu'on n'imagine même pas en fait. Et tout ça a contribué finalement, la législation a aussi contribué à augmenter la pression et le stress qui est appliqué en fait. On vit l'effet rebond aussi. Pour le numérique, c'est pas que pour les sujets environnementaux ou autres. Oui, immanquablement. Et donc, c'est comment maintenant configurer finalement nos outils digitaux ou rajouter une couche à ces outils digitaux qui sont là et qui sont utiles. Hein. Donc l'idée, c'est pas de les enlever pour revenir à moins de stress, c'est comment finalement les paramétrer et les processiser de telle manière à faire baisser cette charge mentale en fait au niveau des différents utilisateurs. Parce que c'est juste horrible dans les exploitations. Ils se retrouvent finalement entre des conducteurs qui savent très bien en fait, comme il y a une pénurie, si on les embête un petit peu trop, ils partiront. Des flottes de véhicules qui sont de plus en plus complexes à entretenir et avec des prestataires garage qui ont de moins en moins de techniciens, donc les temps d'attente sont élevés. Si je veux un véhicule neuf, les délais d'attente sont augmentés, le carburant.
En gros, ils doivent gérer un nombre de paramètres qui est humainement très difficile à gérer. Donc nous devons travailler, et quand on parlait de cette industrie 4.0, je crois que c'était ce matin, nous devons aussi travailler à faire en sorte que nos utilisateurs, on fasse attention à eux et on leur baisse justement cette charge mentale, alors en facilitant la prise de décision, en leur permettant justement de pouvoir avoir des paramétrages qui collent à leur activité. Parce que sur les premières générations, c'était tiens, mon outil il fait 80% du job. Avant, tu n'avais pas d'outil, donc tu faisais 0. 80%, ça doit te suffire. Aujourd'hui, ça ne doit plus être suffisant et on doit aller plus loin en travaillant en fait avec les utilisateurs pour tendre au maximum vers ce 100%, pour que ça soit dans leur bain, qu'ils n'aient pas à penser de plusieurs manières différentes et être efficaces dans leur boulot. Et les garder à ces postes-là le plus longtemps possible. On parle de plus en plus de RSE. Donc forcément, on pense à l'impact environnemental, mais il y a aussi l'impact sociétal. Et l'impact sociétal, c'est aussi faire attention à nos équipes et à nos salariés. Et ça, c'est l'un des leviers, c'est aussi de penser le digital pour qu'ils fassent ce job-là aussi. Et on refait lien aussi du coup avec le côté pilotage et indicateurs, mesurer aussi du coup les progrès qui sont accomplis aussi dans des démarches RSE. C'est ça. Et ces indicateurs et ces outils de pilotage doivent être construits avec les utilisateurs finaux. Ils doivent être phasés aussi, parce que souvent, c'est un peu un nouveau jouet. Ah tiens, ça va me permettre de voir ça, 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 ça et ça. Je veux tout. Non, c'est pas raisonnable, parce que en fait, dans un mois, tu ne sauras plus rien. Voilà, il y a aussi besoin d'aider à prendre du recul, en fait, et de phaser les développements, les déploiements, la mise en place des choses pour prévenir et être prévenant vis-à-vis des utilisateurs et s'assurer que l'outil fait le job, mais que ça ne génère pas en conséquence finalement une surstimulation. C'est-à-dire qu'on doit donner des meilleurs outils et permettre aux exploitants de pouvoir mieux faire leur job, mais sans griller leur cerveau pour autant. Bon. On va veiller à ne pas griller le cerveau des exploitants. On leur donne des outils pour mieux anticiper, organiser. Hugo, notamment sur tout ce qui est Smart City, échange avec les territoires, les villes, etc. Est-ce que vous avez des cas d'usage un petit peu à nous donner, en quoi le digital peut aider finalement à décharger un peu de charge mentale peut-être des exploitants et surtout à sécuriser des prestations de transport, à faire que, je ne sais pas, sur des échanges avec des infrastructures pour sécuriser la prestation. Je pense que pour améliorer le process de transport, c'est important de coupler ces infos-là avec différentes données liées au territoire. Typiquement, agréger des données de circulation, des données typiquement liées aux crues. Nous, on fait aussi par exemple tout ce qui est surveillance de niveau d'eau. Pour une ville, on va être capable de proposer à la fois de la gestion de flotte de ces véhicules pro, mais aussi de déployer tout un tas d'autres cas d'usage. Ça peut être aussi intégrer des données de cartographie pour optimiser tout ce qui est livraison au dernier kilomètre. Ça peut être différentes choses qu'on peut ajouter aux données. Données météo aussi. Typiquement, on va prévoir dans 3 jours une grosse averse, un orage, pouvoir l'anticiper sur la livraison de mes colis. Des aires de livraison disponibles, accessibles, réservées. Il y a plein de sujets, des barrières qui s'ouvrent quand vous arrivez. Du contrôle d'accès avec des barrières automatiques qui sont ouvertes, oui, si c'est forcément le bon conducteur, si c'est le bon camion qui arrive. De la supervision aussi de voirie pour s'assurer qu'il n'y a pas de déformation de la voie. Il y a plein d'exemples qui sont possibles. Je pense que j'en ai cité plutôt pas mal. Bon, merci. Je ne sais pas si Marc, vous souhaitez ajouter quelque chose là-dessus ? Oui, alors je vais juste pour rebondir un petit peu sur ce que vous disiez. En fait, aujourd'hui, moi je suis pas transporteur, hein, donc je vais peut-être dire beaucoup de bêtises là, mais je pense que quand vous êtes transporteur aujourd'hui, comment est-ce que vous allez faire des gains de productivité ? Vous n'allez pas payer moins les chauffeurs, au contraire, il y a une pénurie. C'est pas parce qu'il n'y a pas de progrès significatif en matière de camions. Enfin, le camion qui consomme 3 litres au 100, ça n'existe pas, etc. Donc, comment est-ce que vous allez être plus performant par rapport à votre concurrent, en fait ? Et
je pense que c'est là que la digitalisation, elle peut aider. Et là, après, je peux vous donner des exemples concrets, parce que moi, j'en ai vu. J'ai vu des transporteurs, mais c'est il y a longtemps. À l'exploitation, le client appelle, où est la cargaison et quand est-ce qu'elle arrive, hein. L'exploitant, il prend le téléphone et il appelle le chauffeur sur son portable. Où est-ce que tu es? Quand est-ce que tu arrives? Bon, c'était il y a 15 ans, ça, hein. Voilà. Aujourd'hui, c'est pas du tout pareil. Non, le PC est ouvert en permanence, donc il voit sur la carte où sont les véhicules, et avec tous les outils modernes de calcul d'itinéraire, vous êtes capable de dire, mais en temps réel au client, sans même raccrocher, il a un quart d'heure de retard, il sera là dans 2 heures. Donc, à condition évidemment que les outils soient, et là je suis d'accord, soient simples à utiliser. Voilà, il faut quelque chose qui vous mette pas de la charge mentale en plus. Mais là, vous avez un gain de temps qui est vraiment considérable. Une autre application qui, je pense, est assez générale maintenant, c'est le déchargement des chronotachygraphes électroniques. Hein. Donc, c'est les fameuses cartes des chauffeurs. Hein. À un moment, il fallait les prendre, il fallait les amener dans le bureau, dans le lecteur, etc. Ça prenait du temps. Maintenant, on peut les vider à distance. C'est automatique. L'exploitant, il n'a rien à faire et on a accès à cette information qui est réglementaire, qui est obligatoire. On y a accès très très rapidement. Donc ça, c'est encore un des bénéfices de la digitalisation. Et je reviens sur un dernier exemple qui est celui de notre client Paprec. Donc lui, il fait des tournées. Alors Paprec, c'est une société qui, comme son nom l'indique, hein, Paprec, c'est papier recyclable. Ils ne font pas que du papier, mais ils travaillent dans la collecte des déchets. Donc ils organisent des tournées pour récupérer soit les grosses belles métalliques que vous voyez un peu partout sur les sites industriels, soit des... ils font de la collecte de déchets ménagers avec des belles ordures ménagères. Hein. Donc ils ont quand même un parc de 6 000 véhicules. À une époque, on organisait les tournées très manuellement. Voilà. Et maintenant, ils ont des outils d'optimisation, d'organisation de tournées de déchets qui leur permettent de gagner du temps et en plus de faciliter le travail des chauffeurs. Le matin, le chauffeur, il n'a pas de papier à récupérer. Hein, non, il a un écran, il allume son écran et il voit le travail qu'il a à faire dans la journée. Donc vraiment, ça, c'est des gains apportés par le numérique qui sont immédiats dans ce domaine. Et pour compléter ce que disent Ralib et Marc, pour le gestionnaire de flotte, c'est bien d'avoir un outil de supervision sur lequel il peut voir en temps réel les différents trajets, les différentes infos. Mais c'est aussi bien de pouvoir définir des alertes par SMS, par email, pour être informé quand on identifie une situation anormale. Et bien les paramétrer. On sait ce que c'est avec nos téléphones, hein, toutes les alertes qu'on peut avoir qui nous déconcentrent et qui ne sont pas toujours judicieuses. Donc là encore, on revient sur comprendre les processus, savoir de quelles données on a besoin et faire des paramétrages, tester peut-être des choses, se planter, réessayer. Enfin, ça marche par itération aussi. Oui, c'est nécessaire d'y aller par phasage ou itération. Oui. Ça permet déjà, de prendre en main les choses, hein, parce que, mine de rien, les technologies d'aujourd'hui vont finalement très vite. L'humain a besoin en fait de s'adapter à un process, une organisation. Il faut lui donner le temps qui est nécessaire. Alors, quand je dis ça, c'est pas en années, hein, bien entendu, qu'on mesure ça, mais c'est pas en quelques jours qu'on révolutionne toute une organisation où il y a une centaine, 200, 300, 500 personnes. Et ça, ce phasage-là doit être pensé en amont en fait du déploiement, avec des étapes, des indicateurs. Et finalement, il doit y avoir, de la même manière qu'on donne des indicateurs de pilotage à l'exploitant, on doit aussi travailler sur les indicateurs de pilotage de la direction, sur le fait que le process est bien mis en place. Est-ce qu'il apporte bien les gains escomptés, gains économiques, mais aussi gains de productivité, gains en termes de sécurité, hein, donc tous les gains qu'on peut imaginer, en termes d'impact environnemental et autres. Et on doit aussi travailler sur toute la partie décisionnelle. Alors, décision exploitation, mais aussi décision des différentes directions, direction informatique, direction administrative et financière, direction générale. Chacun a besoin en fait d'avoir ses propres tableaux de bord qui lui soient adaptés. Et ça aussi, ça se pense en amont et en parallèle. Ça veut dire qu'on a une vraie démarche d'analyse de risque en amont aussi, parce que tout ça aussi a un coût, hein, on en parlait, plus il y a de données, plus elles sont collectées et traitées régulièrement, plus ça a un coût, hein, quel va être le ROI de tout ça. C'est une analyse entre le risque de ne pas avoir la bonne donnée ou de ne pas bien l'exploiter par rapport au coût que ça génère.
Oui, cette approche-là. Alors, il y a notamment cette approche-là, c'est-à-dire finalement évaluer la rentabilité du nouveau process et des nouveaux outils qui ont été mis en place. Mais ça, c'est pour pouvoir les évaluer. Mais s'il y a besoin, c'est surtout de pouvoir anticiper les risques d'un mauvais déploiement et de pouvoir travailler dessus. C'est quelle est la manière la plus efficiente pour déployer cette solution-là dans cette organisation-là, et anticiper. Donc ça nécessite du conseil et de l'accompagnement. Pourquoi ? Parce que quand on est des professionnels sur la partie organisation et gestion de projet, ce qui pour nous est une poussière peut être un gros grain de sable dans un engrenage d'une structure, surtout quand on a la tête dans le guidon que quand on est dans le quotidien. Donc il y a besoin aussi dans certaines structures d'un accompagnement ponctuel, d'un intervenant extérieur pour pouvoir faire en sorte que cet investissement soit un réel investissement positif et ne soit pas en fait un problème finalement dans l'organisation. Il faut selon la manière dont on va le tourner, ça peut générer en fait du gain à tous les niveaux ou des inconvénients à plein de niveaux. Et ça se travaille, ça s'anticipe. Bien entendu, on ne peut pas tout anticiper, c'est juste impossible parce qu'on va travailler en fait avec de l'humain, des process et des interventions extérieures. Donc il y a besoin en fait finalement d'avoir une aide au pilotage lorsqu'on va déployer une solution pour pouvoir faire tous les réglages qu'on n'a pas pu anticiper au fur et à mesure. Et ça c'est nécessaire. Alors, dans une toute petite structure, quand il n'y a que quelques véhicules, ça se rétablit très vite et ce n'est pas forcément nécessaire. Mais quand on est en dizaines ou en centaines de véhicules et de conducteurs, là, il y a besoin d'être accompagné. Marc, je vous voyais hocher de la tête, vous confirmez ? Je suis tout à fait d'accord. L'accompagnement, c'est la clé du succès de tout projet numérique, puisqu'encore une fois, le numérique, ce n'est qu'un outil. Et donc, l'outil, ce sont des gens qui vont l'utiliser. Et ces gens, il faut les former, il faut les accompagner. Et si on ne le fait pas, c'est le risque de se planter. Donc là, j'ai un exemple. Alors, je ne sais pas si c'est représentatif, mais je me souviens un client qui était... alors justement, c'est peut-être pour ça que c'est pas représentatif. C'était en Corse. J'espère qu'il n'y a pas de Corse dans la salle, mais on équipe des véhicules en Corse. Donc on les équipe, ça marche, très bien. Et 15 jours après, la responsable d'exploitation, votre truc est en panne, il y a 2 boîtiers en panne. Donc on y va, en panne, mon œil, donc antenne arrachée ou débranchée, bref. Donc on remet, on dit, vous savez, un peu de vandalisme, ok. Et en fait, la même chose se reproduit 15 jours après. On y retourne et puis la 3e fois, on n'y est plus retourné parce qu'en fait, les chauffeurs n'en voulaient pas. Voilà, donc ils n'avaient pas été accompagnés et je ne sais pas, encore une fois, si c'est représentatif, mais c'est une réalité que j'ai vécue. Voilà. Gilles, est-ce que vous voulez rebondir là-dessus sur le volet analyse de risque aussi ? Bien, nous, on le fait véritablement avec malheureusement l'enregistrement post de toutes ces informations avec nos clients. Donc là, on est sur l'analyse des causes, les plans d'amélioration. L'assureur, il regarde 2 choses. Il regarde la fréquence et la gravité. Voilà, c'est statistiquement parlant. Donc là, c'est très important de pouvoir les accompagner. Donc, on parlait d'accompagnement pour mettre en place. Il y a l'accompagnement sur le suivi et pour l'amélioration aussi des résultats. Donc c'est très important et on fait des bilans trimestriels avec nos clients afin d'accompagner notamment sur la taille de l'entreprise avec le directeur qualité, avec les chefs d'exploitation et la direction au moins une fois par an. Ça, c'est nous qui essayons de l'imposer puisque encore une fois, il faut que ça descende de l'entreprise vers tous les collaborateurs. Merci. Je ne sais pas si vous voulez ajouter quelque chose dessus. Chez Sinox, quand même, le volet accompagnement il est très important. On a par exemple un service dédié qui s'appelle Customer Experience. Dès lors qu'il y a un abonnement à une plateforme qui est vendue, on va faire une formation systématique, accompagner sur la création des dashboards, faire un accompagnement sur les premiers mois et pareil aussi un rendez-vous annuel pour s'assurer que tout fonctionne parfaitement. Voilà, donc on est bien sur sécuriser le projet de déploiement du digital. Déploiement du digital, peut-être une dernière question qui peut nous interpeller.
On parle outils numériques, notamment flotte et outils mobiles, etc. Et la cybersécurité dans tout ça. Est-ce que certains de vos clients, peut-être ou prospects, ont peut-être un peu peur de passer à des outils-là parce qu'on parle beaucoup de cybersécurité, de piratage, etc. Et est-ce qu'on est bien protégé ou est-ce qu'on est vulnérable quand on a des objets connectés un peu partout sur le territoire? Comment est-ce que vous les rassurez? Alors, à aujourd'hui, on n'a pas eu trop besoin à les rassurer. Alors, pourquoi? Parce que je pense qu'ils méconnaissent les risques, en fait. Je sais que quand je dis ça... Il ne faut pas dire ça à l'ANSSI, avec toutes les campagnes qu'ils font sur le risque cyber. C'est ça. Mais non, mais pour autant. Alors, ça a rarement été un sujet évoqué. Alors, ça ne veut pas dire que c'est un sujet que nous ne travaillons pas, parce qu'on sait très bien que le jour où ça arrive, on est responsable de tout, parce que non seulement il y a leurs données, mais il y a les données de leurs clients et des clients des clients. Donc, c'est un effet cascade qui est très important. Plus les infractions à la RGPD s'il y a de la fuite de données. Enfin, voilà. Les éléments réglementaires qui sont mis en place sont là pour pouvoir inciter à faire en sorte que ça n'arrive pas. Bien entendu, c'est un vœu pieux. C'est comme quand on prend une voiture, on fait en sorte de minimiser les chances d'avoir un accident. Et c'est ce qui permet d'avoir une sécurité routière qui soit beaucoup plus élevée. Dans le risque de cybersécurité, c'est pareil. C'est-à-dire finalement, on anticipe au maximum et on fait beaucoup de préventifs. On fait de la formation, on déploie beaucoup d'énergie et beaucoup de temps à travailler en fait sur tous les aspects justement de sécurité. Évaluer toute connexion au logiciel, elle s'est passée où géographiquement, est-ce que c'est normal? Si c'est la connexion est de l'autre bout de la planète, il faut que je sois alerté. Si c'est une connexion à des heures qui sont normalement il n'y a pas de connexion, être alerté. Est-ce que mes serveurs sont sollicités d'une manière qui n'est pas habituelle par rapport à la manière dont je consomme? Et tout ça en fait ne se voit pas. Et ça a un impact assez fort sur la partie e-commerce, et que ça se voit pas, mais ça a un coût qui est relativement important et qui aujourd'hui est assez difficilement valorisable. C'est-à-dire que sécuriser les données, c'est un acquis. Or, c'est comme il y a encore très peu de temps, la livraison était gratuite, c'était un acquis pour le e-commerce. C'est censé coûter le prix d'un timbre. Ouais. Alors, bon. Sauf que non. Voilà. Donc, je pense qu'il y a. Alors, donc pour répondre à la question, je pense qu'il y a un double aspect. Il y a un aspect, effectivement, on doit travailler sur de la prévention et alerter, parce que les campagnes qui sont mises en œuvre font leur effet, mais c'est un effet où finalement, tant qu'on n'a pas eu l'incident, on ne s'en préoccupe pas. Donc nous, on doit travailler à ça, l'inciter, mais on doit aussi évangéliser le fait que on est sur des contraintes qui sont techniques de tellement fortes, parce que finalement, ceux qui veulent... Aujourd'hui, des entreprises se sont professionnalisées dans le fait de pouvoir récupérer les données des autres. Elles sont dans des pays où ils peuvent le faire. Ça devient même des enjeux géopolitiques avec finalement des États qui le cautionnent. Donc on est quand même sur du lourd. Ça nécessite d'avoir des infrastructures et ça nécessite aussi que les utilisateurs en aient conscience, soient attentifs à ce qu'ils achètent, qu'ils soient demandeurs là-dessus. Moi, j'attends qu'un prospect me dise voilà, alors qu'en est-il de votre RGPD? Comment vous sécurisez mes données? Où est-ce qu'elles sont hébergées? Et malheureusement, on me pose rarement la question. Et je pense que ça devrait être plus souvent le cas. Hugo ou Marc, vous souhaitez... C'est quand même de plus en plus le cas. En tout cas, nous, chez Synox, on accompagne justement dans cette mise en conformité par rapport au RGPD. Sur la partie hébergement des données, aussi, je pense qu'à la fois pour les collectivités que aussi pour les entreprises privées, la question de l'hébergement, elle est de plus en plus mise en cause. Donc nous, chez Synox, par exemple, on propose un hébergeur français sur des serveurs en France, donc en mode SaaS avec 2A cette fois-ci. On propose aussi d'être hébergé sur le serveur du client, donc sur ses propres instances, donc en on-premise, s'il veut être propriétaire de sa donnée. Et après, sur la partie cybersécurité, nous, on fait quand même des audits réguliers. On est labellisé Smart and Secure IoT, donc qui est un label qui permet en fait de valider la sécurisation de la donnée de la captation depuis le capteur ou le boîtier jusqu'à la restitution sur nos plateformes, en passant forcément par l'hébergement. Sur la partie carte SIM, dès lors qu'on connecte un objet en cellulaire, on met en place des APN, des VPN privés, justement pour sécuriser au maximum la donnée.
Merci. Alors, j'avais juste une remarque à faire sur ce que vous avez dit. D'ailleurs, je ne sais plus ce que vous avez dit, mais je garde. Question du RGPD. Je garde la remarque. Ouais. Alors oui, c'est sur les comment dire. Le fait que les clients voilà. posent pas trop la question de. Alors, et je veux juste revenir sur la remarque que je faisais au début sur la différence qu'il y a entre petits clients et gros clients. Et en fait, c'est vrai que les petits clients, ils se posent pas de questions. Ils veulent juste que ça fonctionne et ils vous font confiance, en fait. Alors que les gros, je me souviens quand même avoir eu des gros clients qui faisaient tous les ans ou tous les 2 ans des audits de sécurité. Donc ils venaient chez nous et voilà, il fallait auditer le système, vérifier. Enfin, ils avaient une liste et puis bon, ils venaient nous voir et s'il y avait des points à améliorer, ils nous disaient bon ça il faut l'améliorer, etc., etc. Donc il y a le niveau de connaissance dépend encore du type de client, je pense. Voilà. Et après, comme j'aime beaucoup les anecdotes, je vais vous donner 2 anecdotes encore. Donc, une première anecdote un peu sur ce que vous disiez. Hein. En termes de cybersécurité, il y a une attaque qui est assez classique, c'est l'attaque de déni de service. Donc, je ne sais pas si vous savez comment ça marche. Donc, vous avez des robots qui vont taper sur une adresse IP, histoire de vous la bloquer. Hein. C'est comme ça qu'on bloque un site web, par exemple. Bon, mais un robot, en général, une adresse IP, donc c'est soit un site internet, soit une adresse IP. Et en fait, il y a beaucoup d'objets connectés ont des adresses IP. Donc il y a beaucoup d'attaques de déni de service qui se font sur les objets connectés. Et moi, je me souviens, on a eu à une époque, on a eu une attaque en déni de service sur des boîtiers embarqués, sur les véhicules. Donc ça n'a pas porté à conséquence sur la qualité de service. Mais par contre, ce qu'il faut savoir, c'est que quand on a un abonnement chez un opérateur de télécom, pour une carte SIM, vous payez pour le trafic qui sort et le trafic qui rentre. Hein. Donc une attaque en déni de service, c'est beaucoup de trafic qui rentre. Et donc on s'est trouvé avec une facture, mais juste monumentale, de notre opérateur. C'était du genre, au lieu de payer 10 000 euros dans le mois, on avait une facture de 100 000 euros. Voilà. Donc on a eu une négociation assez difficile avec l'opérateur en question. Alors ça, c'était à une époque où les systèmes étaient assez ouverts. Maintenant, ça a changé, effectivement. On met en place du VPN, donc c'est ce que proposent les opérateurs. Donc c'est ce qu'on utilise désormais et on est plus à l'abri de ce type d'attaque. Mais là, encore une fois, en l'occurrence, on s'appuie sur l'opérateur pour la sécurité. Et je vous donne une autre anecdote que je n'ai pas vécue, mais qui est un cas qui est assez célèbre. C'est à l'aéroport de JFK. Vous avez peut-être vu, hein, il y a des articles qui sont parus dans la presse sur ce sujet. Donc, l'aéroport de JFK, tous les lundis matins, à une époque, tous les GPS étaient brouillés, ça ne marchait plus. Donc, ils ne comprenaient pas. Et donc, il a fallu un peu d'enquête. Et en fait, il y avait un transport routier qui passait tous les lundis matins. Alors je dis lundi matin, mais c'est peut-être le mardi matin ou le mardi soir. Hein, mais bon, bref, c'était au même moment de la semaine. Le chauffeur routier, il savait il y avait un équipement télématique embarqué dans son véhicule. Il voulait pas être suivi par son patron, et donc il s'était acheté un petit brouilleur sur Amazon, un truc à 10 euros pour trouver sur Amazon. Il l'a mis dans son camion, et en fait, brouilleur made in China qui brouillait très très fort. Et donc, quand il passait à côté de l'aéroport, tous les GPS du coin étaient brouillés. Voilà. Et donc ça. Par exemple, c'est un autre problème de cybersécurité, le brouillage du GNSS, du GPS en général. Pour le coup, vous ne pouvez rien faire. Hein, donc le truc ne marche plus. Donc vous avez le brouillage. Vous avez même une nouveauté qui s'appelle le leurrage. Hein, c'est faire croire au GPS qu'il est ailleurs que l'endroit où il est. Donc ça existe aussi. Très difficile à détecter. Alors pour améliorer ça, en fait, les nouveaux systèmes, alors pas le GPS américain, mais le système européen qui s'appelle Galileo, pour le coup, propose des services qui sont gratuits, qui permettent d'assurer l'authentification, ce qu'on appelle l'authentification du signal, et donc de faire en sorte que vous êtes à peu près sûr que la position, elle est à peu près bonne. Et donc ça, c'est un autre risque aussi auquel il faut être prêt. Alors, honnêtement, aujourd'hui, hein, les grosses zones de brouillage, elles sont évidemment du côté de l'Ukraine et puis en Chine aussi, où ils s'amusent un petit peu avec ça. On n'est pas trop impacté aujourd'hui en Europe, mais
c'est des choses qui peuvent arriver également. Voilà. Comme toute la cybersécurité, c'est un risque qu'il faut apprendre à gérer. Merci pour ces anecdotes éclairantes. Je vous donne à chacun la parole pour le mot de la fin. Je ne sais pas si quelqu'un, si vous avez un dernier message à faire passer par rapport à tout ce qu'on s'est dit. Hugo. Oui, moi, pour rebondir sur ce que dit Marc, je pense qu'on a parlé beaucoup de tracking de transport. Je pense que c'est aussi important dans une solution de télématique de fournir à la fois aussi un mode privé. Par exemple, on prend une voiture de fonction avec le détail des trajets pro et les trajets perso. C'est bien pouvoir en un clic de dire qu'on fait un trajet perso pour pouvoir être traqué par son employeur. Effectivement, et ça permet du coup aux salariés de s'approprier plus les solutions parce qu'ils savent que la vie privée est respectée, exactement. Oui. Moi, je voudrais juste rajouter quelque chose pour rassurer Alib, c'est que aujourd'hui, les clients, en tout cas, viennent forcément au cyber parce que, franchement, tout le monde est impacté, plus ou moins, à une grande ou une petite échelle. Et deuxièmement, tout ce qui est assurance aujourd'hui, il y a une norme qui va rentrer entre guillemets en application où il y a un certain niveau qui va être demandé aux clients, j'allais dire, pour pouvoir prendre une assurance cyber. C'est déjà ce que l'on fait avec des audits potentiellement, de la prévention, du e-learning. C'est pas aujourd'hui, j'ai pris une assurance cyber et puis les mots de passe traînent sur des post-it où tout le monde peut rentrer, tout le monde peut... Voilà, ça c'est aussi aujourd'hui. Et donc, je pense que rapidement, vu en fait la multiplicité, je crois que ça a été multiplié par 20 en 2 ans, les attaques, et puis on voit que c'est tout le monde, hein. Enfin, c'est les hôpitaux, les départements, enfin voilà. Je pense qu'il y a une vraie prise de conscience et il y a un tel enjeu aussi financier. Il va falloir que tout le monde se mette au diapason pour essayer de juguler ce problème, en tout cas. Souvent on dit que quand il y a le risque cyber, le maillon faible, c'est toujours l'humain à un moment donné. En dernier mot, aujourd'hui, donc, ça a été indiqué à plusieurs reprises, ça a été rappelé encore ce matin par François, on est sur des taux de digitalisation au niveau des organisations de transport qui sont assez faibles. Dans le transport, public, on est, donc transport marchandises, transport voyageurs, on est sur des taux à 40-50%. Quand on est sur du compte propre, qui sont aussi des flottes très conséquentes, on est même à beaucoup moins que ça. On est plutôt autour des 20%. Aujourd'hui, on est sur des mécaniques où on ne peut pas en fait indéfiniment fonctionner de cette manière-là. Le digital, il ne faut pas le subir, il faut l'accompagner. Je pense que là, les entreprises ont besoin d'y aller. Après, chacun va y aller à sa vitesse, à son goût et sur différents aspects, mais il faut y aller. Il faut y aller de manière intelligente, il faut se faire accompagner, il faut se faire entourer de manière à pouvoir moderniser et structurer les entreprises, aller de l'avant, et ce qui permettra de pérenniser les organisations et de garantir la sécurité des biens, des personnes et des marchandises. Et des entreprises. Et des entreprises. Oui. Merci Ralib. Marc, un petit mot de la fin. Alors, j'ai plus d'anecdotes, je suis désolé. Donc, je vais faire une conclusion qui va exactement dans le sens que vous indiquiez, hein. En fait, je pense que le digital, c'est un outil formidable qui peut permettre des gains de productivité, faciliter le travail des gens. Par contre, encore une fois, ce n'est qu'un outil, hein. C'est pas un gadget, c'est un outil, et donc il faut accompagner, il faut aider les utilisateurs, il faut que ce soit simple, et c'est là où ça prendra toute sa dimension. Merci Marc. Hugo. Après, l'IoT au service, on va dire, de la réduction des coûts, mais aussi dans une démarche éthique. Nous, chez Sinox, on a quand même aussi pour politique de s'engager sur des projets avec une démarche écologique. Donc, toujours garder en tête, je pense, cette logique-là. C'est un bon message et qui cadre bien aussi avec nos sujets de prédilection. Donc, merci. Gilles, le mot de la fin pour vous. Bien, moi je pense qu'il faut vraiment qu'on travaille de concert mais on doit déjà se voir avec Ralib sur beaucoup d'outils digitaux parce que
on peut, nous de notre côté, en termes de garantie, de prévention, de sécurité, on a aussi besoin du numérique et encore pour tirer cette information et puis pour essayer, j'allais dire, de garantir la sécurité aussi bien informatique que marchandises que matériel. C'est très important et il faut qu'on ait peut-être beaucoup plus d'échanges que du cloisonnement ou en tout cas du développement. C'est un peu la Éviter les silos. Exactement, qu'on a dans beaucoup de choses. Et on a déjà parlé. Il faut vraiment qu'on avance sur certains sujets, notamment avec Rallye, mais pas que. Merci à tous les quatre. Est-ce que dans la salle, vous avez des questions, des réflexions à nous partager, des commentaires? Voilà, on est disponible. Ah, Christophe. Bonjour tout le monde, Christophe Kazekari-Kaberus, Société Services et Cuisson Vert. Je travaille déjà en partenariat avec Sinox et avec Rallib sur Solaris. Aujourd'hui, c'est très plaisant d'avoir ce genre de digitalisation. Par contre, le vrai problème, c'est le collaborateur qui refuse ou qui casse ou qui détériore systématiquement. Tout à l'heure, vous avez parlé, Marc, de Ghost GPS, où moi, on m'a mis une application pour contredire là où ils étaient. Aujourd'hui, je viens d'avoir une photo où on me met la puce de Soflit à l'envers dans l'appareil pour pas qu'on sache où est mon collaborateur. C'est une vraie problématique et ça, il va falloir trouver une solution parce qu'on parle depuis tout à l'heure de commercialisation, d'apporter des solutions à l'exploitant, mais on oublie que derrière, il y a un collaborateur, il y a un humain qui va faire tout pour casser ce process-là. Donc ça, c'est la première problématique que je rencontre. La deuxième chose, aujourd'hui, vous avez parlé d'éco-conduite. C'est très bien, j'ai une entreprise de livraison vertueuse. J'ai un problème, moi, avec l'éco-conduite, c'est qu'aujourd'hui, on n'a pas le droit de donner la vitesse que le collaborateur franchit. Aujourd'hui, à la métropole de Montpellier, la route est limitée à 30 km/h. Mon chauffeur qui roule à 70 km/h, c'est un danger pour autrui, c'est un danger pour lui, c'est une image très négative sur ma société. Ok, on n'a pas le droit de donner par rapport à une réglementation. Est-ce que vis-à-vis des assurances, il n'y a pas quelque chose à faire? Mais pourquoi on ne pourrait pas signaler que le conducteur roule 20 km/h au-dessus et avoir une alerte de façon à ce qu'on puisse agir là-dessus? Alors Christophe, moi je vais te répondre. En France, c'est la loi qui interdit d'avoir le suivi en temps réel de la vitesse des conducteurs. En Espagne, par exemple, on a certains de nos clients, ça c'est une fonctionnalité que nous on propose, de pouvoir superviser en temps réel le temps la vitesse. Après, c'est aussi une question légale sur la partie RGPD. Et il faut être accompagner aussi les chefs d'entreprise sur ces sujets-là. Typiquement, pouvoir accepter le consentement de la récupération de la donnée. Sur la vitesse en temps réel, ça ne sera pas faisable. Pourtant, on est bien d'accord que c'est peut-être une aberration. Mais sur tout ce qui est accepter que le conducteur soit suivi, je pense qu'il y a un gros travail, en tout cas chez Sinox. Typiquement, les équipes produits accompagnent systématiquement les clients pour expliquer la démarche, que c'est dans un but d'amélioration, de réduction de coûts, d'empreinte écologique, et que ce n'est pas simplement pour surveiller à temps plein le salarié. Non, c'est plus de dire à un moment donné, voilà, c'est limité à temps, il y a une notification qui arrive parce qu'on est 20 km/h au-dessus, 30 km/h au-dessus, 40 km/h, c'est un délit quand même. Oui. Est-ce qu'au niveau des assurances, il n'y aurait pas quelque chose qu'on pourrait trouver comme solution ou avec directement une collectivité? Parce que c'est quand même... nous, on ne fait pas la loi. Légalement... Sécurité, on parle de sécurité. Légalement, il faut travailler là-dessus. Il y a peut-être du lobbying. Il y a du lobbying qui peut se faire auprès des députés, si vous voulez. Non, on ne peut rien faire. Donc on laisse. Est-ce qu'on ne peut pas contourner, détourner ou le collaborateur arrive bien à trouver des solutions pour nous contourner, nous détourner? Est-ce que nous, on n'a pas une idée pour dire attention ou relever? On est capable de dire l'accélération et la décélération, on est capable de dire le virage à droite, le virage à gauche, d'accord? Est-ce qu'on ne peut pas avoir quelque chose sur il va trop vite ou pas assez vite? Je ne parle pas de km/h. On peut le savoir par le moyen de la géolocalisation qui nous donne l'heure de départ d'un point A et l'heure d'arrivée à un point B. S'il y a 50 km et qu'il l'a fait en 20 minutes, on a le droit de se poser des questions. C'est comme ça que je faisais. On peut avoir la vitesse moyenne, mais pas la vitesse en temps réel.
Mais ça fait rien. Aujourd'hui, tout le monde se bat contre le télétravail. Voilà, bon, c'était juste une impression. Il faudrait peut-être travailler dessus. Je note. C'est pas spécialement toi, c'est pas pour moi. C'est vrai que le sujet de l'acceptation de la solution au sein des équipes est un sujet qui est très... Ouais, très... c'est sûr que on travaille maintenant depuis presque un an avec Christophe. C'est vrai que quand les utilisateurs ont décidé qu'ils n'avaient pas envie, c'est assez compliqué. Et en fait, il faut trouver des parades à des parades à des parades. Donc ça nécessite finalement du développement, de l'énergie, parce qu'il faut réfléchir le truc. Et pour autant, derrière, il faut que ça avance en fait. Ce qui est certain, c'est que, alors, je ne sais pas si on aura forcément toujours la solution idéale en fait pour toutes les organisations. Ce que j'ai pu constater, c'est que dans les organisations où les chauffeurs étaient plutôt neutres, quand certains ont pu voir leur intérêt, notamment quand on est sur un chauffeur qui a toujours le même véhicule, ça devient un peu son bébé, son jouet, donc il va jouer le jeu sur certains aspects. Il y a plusieurs aspects sur lesquels, et plusieurs organisations sur lesquelles voilà, on peut arriver, quand on est plutôt sur une neutralité ou une méfiance assez légère, arriver à basculer en du positif et montrer en fait l'intérêt d'eux. Mais par contre, c'est vrai qu'il y a des organisations où c'est assez complexe à mettre en œuvre. Alors, est-ce que ça sera toujours le cas? Je ne sais pas, parce que mine de rien, on est quand même sur des choses qui sont assez récentes. On vient brusquer des habitudes, des schémas de méfiance et d'antagonisme. Là, avec tous les sujets qui sont en train d'être ouverts sur l'impact environnemental, la RSE, etc., peut-être que c'est l'affaire d'une génération, parce que mine de rien, si on regarde en arrière, il y a une génération en avant, il n'y avait même pas les téléphones mobiles, donc l'effet GPS, c'était de la science-fiction. Peut-être que l'humain a aussi besoin d'avoir un peu plus de temps que ce que la technologie évolue, et peut-être qu'on doit, entre guillemets, essayer de juste réduire le côté néfaste en fait de ces oppositions, le temps qu'il y ait une mutation, une maturation peut-être de la société. Mais après, je sais pas. Ce qui est paradoxal, c'est qu'aujourd'hui, le chauffeur-livreur a un PDA où il est géolocalisé depuis des années et qu'il ne l'accepte pas dans le véhicule. Ça, c'est paradoxal. Tu nous laisses sans voix. Non mais je trouve son témoignage important parce que c'est quelque chose qui ne peut pas être occulté. On est sur des organisations qui sont loin d'être minoritaires. Enfin là, c'est mine de rien, tout un chacun ici, on passe tous des commandes sur des sites internet. À un moment donné, il y a bien des gens qui livrent et c'est tout à fait le profil en fait des conducteurs qui livrent. Et plus ça va et plus on commande sur internet et plus il y aura besoin d'organisations comme celle-là sur lesquelles voilà, on est sur des schémas, où on risque de retrouver ces oppositions. Donc comment est-ce qu'on peut finalement accompagner ça, le transformer? Ce sujet peut pas être occulté parce que de toute façon, c'est un volume qui va être croissant en fait dans les prochaines années. Par rapport aux autres pays. Et surtout quand on sait que 20% de l'espace de voirie dans l'espace urbain est occupé par les transporteurs du dernier kilomètre. En fait, la question c'est qu'est-ce que ces outils numériques aussi apportent et en quoi ils facilitent le quotidien de tes livreurs, par exemple. Il faut que le chauffeur trouve un avantage dans les outils qu'on met en place. Et je me rappelle quand on a mis en place dans nos sociétés la géolocalisation, on l'a couplé avec un GPS Pro qui leur permettait d'avoir l'information des embouteillages, des difficultés et la proposition d'un itinéraire de délestage. Et donc, quand ils ont vu les avantages qu'ils pouvaient tirer de l'outil, ils ont mieux accepté les contraintes. Deuxièmement, on leur a dit, vous pouvez savoir tout ce qu'on voit depuis la société. Et donc, on avait mis un écran à disposition des chauffeurs dans la salle où ils ont leurs affaires pour les récupérer au retour. Et ils pouvaient suivre leur propre tournée, voir toutes les informations que le chef d'exploitation avait à sa disposition et essayer de s'éduquer lui-même. Et quelquefois, ils disaient, mais là, j'ai vraiment fait le con, j'aurais jamais dû passer par là. Et c'était eux qui se dénonçaient eux-mêmes. Donc je crois qu'il faut prendre le temps de l'éducation.
C'est très important. Et se dire toujours, chaque fois que je mets en place un nouvel outil dans l'entreprise, quel avantage en retire mon collaborateur, qu'il soit chauffeur, qu'il soit assistante, quelle que soit sa place. Très important. Et quel avantage ça donne au client. Parce qu'à partir du moment où le chauffeur a des données qu'il n'avait pas avant, il peut jouer un rôle différent par rapport au client. Et ça, c'est très important aussi, ça le valorise. Donc c'est tout ça qu'il faut bien analyser au départ dans le cahier des charges et sur lequel il y a toute une éducation à faire. Alors y compris chez le chef d'entreprise, y compris de plus fonctionner en IACA Faucon. En fait, à commencer même par le chef d'entreprise. Alors, je pense qu'il y a quand même, on est sur, là, entre les populations chauffeurs poids lourds et chauffeurs VL dernier kilomètre, on est quand même sur des populations assez différentes. Et peut-être que c'est là aussi où il faut qu'on travaille les choses en amont, c'est-à-dire qu'avant que le colis arrive en fait entre les mains des chauffeurs, avec un coût et un impératif de coût qui doit être très très bas, parce que tout un chacun, on est allé sur le site qui proposait une livraison gratuite. Je veux dire, il y a à un moment donné cette formation, cette éducation, la mise en place d'outils qui soient plus ergonomiques va nécessiter des investissements. Si tout un chacun, nous ne sommes pas prêts à accepter, à payer quelques euros de plus par livraison, qui les méritent et qui les valent parce que c'est nécessaire, on sera sur un dumping au niveau des populations qui font ces livraisons-là. On finit par quelque chose. Mais ça rentre dans la valorisation du service. Le transport avec le concept du franco de port qu'on a eu en France et uniquement en France a été conçu comme étant un service gratuit qui n'avait pas de valeur. Donc quelque chose qui n'a pas de valeur ne mérite pas d'être payé. Normal. C'est un ancien transporteur. Ça évolue. On en parlait aussi ce matin sur l'affichage CO2. Enfin, il y a quand même des choses qui évoluent et on voit sur le e-commerce, on est maintenant prêt à payer peut-être un peu plus cher pour ralentir aussi. On en parlait tout à l'heure du fait d'accélérer, de la charge mentale, etc. Mais ralentir, se faire livrer sous 4 jours au lieu de sous 2 jours et on paie moins cher, ou payer un peu plus cher pour émettre moins de CO2. Et je pense qu'il y a de plus en plus aussi de consommateurs qui sont ouverts là-dessus. Donc il y a aussi un travail d'accompagnement du consommateur final sur le sujet. Mais il y a des solutions. Le problème, c'est toujours le même. C'est que si le client final décide du 24, 48, 72, on va pouvoir mutualiser, massifier. Donc on va diminuer les coûts. C'est très bien. Mais après, le problème qu'on va rencontrer, c'est qu'on n'a pas de foncier. Parce qu'aujourd'hui, les métropoles n'ont rien à vous donner. Et du coup, où est-ce qu'on stocke les colis? C'est un sujet important. On est peut-être un peu... On dérive par rapport à la thématique de la table ronde. On va vous laisser parler. Mais c'est un sujet qu'on aborde à chacune de nos réunions avec la métropole. Ils ont répété avant aussi. Est-ce que par rapport aux interventions là, de nos 4 témoins, est-ce que d'autres personnes dans la salle souhaitent intervenir? Oui, François. Ouais. Bonjour, Stéphanie Vergnol, Société Seven. Nous sommes constructeurs et exploitants de stations des nouvelles énergies. Je me posais la question, parce que je ne suis pas du tout au fait du digital, est-ce que vous avez intégré les données de consommation des nouvelles énergies, puisqu'on parle de mix énergétique aujourd'hui, l'électricité, le gaz, est-ce que vous avez des remontées bien précises? Parce que souvent, on a les données des constructeurs. Et je me posais la question aussi, alors c'est vrai que nous... on ne siphonne pas encore les réservoirs de gaz, mais est-ce que le vol de carburant est assuré aujourd'hui? Je me posais la question en fait, parce que c'est vraiment un fléau dans les entreprises de transport. Voilà, donc c'est la question que je me posais. Il n'y a pas un forfait, quelque chose. Voilà, donc, ouais, vous avez répondu à ma question. Et je me posais aussi la question, une dernière question, vous parliez de check-up du véhicule avant que le chauffeur... c'est vrai que ça serait facile d'appuyer et de se dire on a tout checké. Est-ce qu'il y a quand même une sécurité au niveau du véhicule avant qu'il parte? Est-ce que le véhicule est bloqué? Est-ce que certains véhicules sont équipés, par exemple, de tests, d'autotests d'alcoolémie, etc., avant que le véhicule... Mais voilà, je voulais savoir si ce type d'option pouvait... Après, c'est facile, on peut cocher partout et puis le véhicule peut démarrer, mais voilà. Finalement, il faut qu'il parte le véhicule. C'est le problème qu'on rencontre avec le Rallye sur le véhicule. C'est-à-dire qu'en fait, il y a toujours une contrainte d'exploitation. C'est-à-dire qu'effectivement, il y a la sécurité, il y a l'exploitation. Et aujourd'hui, on est sur des schémas qui, des fois, vont à l'opposé l'un de l'autre.
À un moment donné, le camion, s'il ne part pas, que la livraison ne se fait pas, les pénalités, les risques immédiats, finalement, l'emportent sur les risques... On parlait de sécurité. On parlait de sécurité. On parlait de check. On parle de quoi? Par exemple, il y a des éthylotests qui permettent ou pas de démarrer le véhicule. Là, c'est prioritaire par rapport à le véhicule ne peut pas partir si le mec est à 2 grammes quand même. Oui, pardon. On parlait effectivement sur... Là, c'est l'extrême, mais oui. Alors, ça fait beaucoup. Alors, il y a des systèmes qui disent ça. C'est plutôt plus déployé dans le monde du transport de voyageurs et pas beaucoup en fait dans la marchandise. Alors, certains n'empêchent pas, c'est-à-dire ils alertent mais ne bloquent pas le démarrage du véhicule. Certains alertent le chauffeur mais pas l'exploitation. Donc aujourd'hui, il y a différentes technologies, elles ne sont pas toutes au même niveau. Certains alertent la police, non? Non, ça. Après, ces éléments de blocage des sécurités, là aussi, alors c'est plus les thématiciens qui seront en capacité d'en parler. Nous, on est collecteurs de données, on ne gère pas en fait toute cette partie-là. Mais quoi qu'il arrive, c'est de l'investissement supplémentaire, c'est du matériel supplémentaire. Donc ça veut dire que derrière, le coût du transport doit suivre pour pouvoir financer ces éléments de sécurité. Et l'aspect consommation. Quelqu'un qui prend un véhicule et qui n'était pas en capacité de le conduire, lors d'un accident avec de la mortalité, des choses comme ça, il est automatiquement responsable. Peu importe ce qui se passe. Aujourd'hui, le fléau, c'est au-delà de l'alcoolémie ou je pense globalement vis-à-vis en tout cas du secteur marchandise, ça a quand même eu tendance à baisser. On a le nouveau fléau du cannabis quand même. Voilà, donc ça fait partie. Donc là, il n'y a pas encore la parade technique, mais je pense qu'elle viendra. Mais en tout cas, c'est un grand risque aujourd'hui de laisser que les exploitants laissent partir des chauffeurs qui ne sont pas en capacité de conduire le véhicule. Je pense que parce qu'on parle d'alcoolémie, de drogue, donc c'est vrai que là on est sur des états en fait qui ne permettent pas de conduire le véhicule et qui sont immédiatement observables. Et on a un autre qui est plus difficile et c'est là où souvent en fait ça joue avec, c'est sur le nombre d'heures de travail par jour. Parce qu'il y a une réglementation, donc si elle est enfreinte et qu'il y a un accident, là il y a une pénalité. Mais souvent dans les exploitations, on va surfer en fait avec les heures maximales de travail. Alors, c'est moins possible qu'avant, parce qu'avant, avec les disques papier, on pouvait switcher, etc. Là, il y a le chronotachygraphe. Mais néanmoins, voilà, il y a la fatigabilité. Je n'ai pas de statistique là-dessus, peut-être côté assurance, vous l'aurez, mais je pense que c'est plus finalement ce qui s'observe moins, c'est-à-dire la fatigue des personnes, de ceux qui vont être sur la route en exploitation ou qui donnent des instructions, qui, à mon sens, représente un risque assez fort, pas forcément évalué, et dont les conséquences sont présentes, mais moins facilement identifiables en fait. Et là-dessus, les outils qui vont voir si ma pupille se dilate ou se rétracte, si mon regard est fixe, etc., pour voir si quand je conduis, je suis en état de fatigue. Est-ce que ça, c'est des choses sur lesquelles vous travaillez pour... Au niveau technique, notamment, enfin sur les constructeurs, on a déjà tout ce qui est franchissement de ligne, des choses comme ça. Après, il n'y a pas d'outil aujourd'hui qui, sur la rétine, enfin en tout cas à ma connaissance. Par contre, on parlait tout à l'heure des livraisons dernier kilomètre ou choses comme ça. Ce qui est observé, c'est que les risques, en fonction si vous êtes lignard, routier, voilà, ou dernier kilomètre, ils ne sont pas du tout les mêmes. Sur ceux qui font de la ligne, la somnolence, c'est 80% des accidents que l'on retrouve avec donc en termes de fréquence, c'est rare. En termes de gravité, c'est souvent extrême. C'est quelque chose un ensemble qui se couche sur l'autoroute ou qui arrache une barrière de sécurité avec potentiellement des co-accidents derrière. Voilà, c'est souvent avec du corporel. Voilà, donc, mais c'est vrai qu'au centre-ville, ça peut arriver, mais c'est plutôt là, on est plutôt dans la fréquence et on est plutôt sur du pare-choc, du rétroviseur, des choses comme ça. On n'est plus sur le même type de cause, quoi. Après, dans certains pays, quand même, tous les conducteurs sont surveillés via des caméras. En France, c'est interdit. Donc, typiquement, on peut aussi, via de l'intelligence embarquée sur les systèmes de vidéo, détecter un bâillement, une fatigue oculaire.
En France, par contre, on ne pourra pas le faire à l'heure actuelle. Même si c'est utilisé juste en temps réel et que ça fait une alerte pour le conducteur sans forcément que l'info soit... On n'a pas le droit au kilomètre-heure. Pardon ? On n'a pas le droit au kilomètre-heure. Juste pour revenir sur la question qui avait été posée sur les outils pour mesurer les consommations en fonction du type d'énergie, qu'est-ce que... Alors, je vais commencer, mais typiquement chez Soflit, donc nous on a des accords constructeurs pour récupérer en première monte les données des véhicules, donc typiquement Stellantis, Mercedes, Renault, Dacia. Quand c'est des véhicules neufs, pour des véhicules plus anciens, là on va placer en seconde monte des boîtiers. Donc selon le modèle, selon la marque, ça va être des boîtiers différents, selon aussi le type de données qu'on veut remonter. Y compris sur les nouvelles énergies. Sur du GNV Après, oui, on va dire sur analyse de consommation, à la fois du thermique, aussi sur des véhicules électriques, et maintenant aussi forcément la partie hybride. Et nous, on apporte de plus en plus de fonctionnalités sur cette partie-là, puisque c'est une demande de plus en plus croissante. Et GNC, parce que tu l'as mis sur le GNC, sur un de mes véhicules. Merci Christophe. Merci. Merci. Est-ce que François, vous voulez dire le mot de la fin, s'il vous plaît ? Un mot pour dire que je me souviens d'un des premiers recrutements que j'ai fait d'un chauffeur et qui m'expliquait, moi tu comprends, j'ai voulu être chauffeur parce que quand on est monté dans son camion, terminé, on n'a plus de patron, on est tout seul maître à bord et on vit sa vie. Alors quand on vous écoute, tous les témoignages que vous avez apportés aujourd'hui, ben, cette vie-là, elle est finie. Hein, ils sont surveillés, ils sont accompagnés, ils sont alertés. Et c'était vrai que tout ça, ça ne peut se mettre en place que dans un cadre humain très accompagné. Moi, je crois que tous ces outils, ils vont avoir un corollaire obligatoire qui est de dire que le management doit être encore plus important. Parce que nous avons un rôle, et dans cette profession, nous sommes convaincus que c'est un rôle essentiel, de montée culturelle un peu de nos collaborateurs. On part avec beaucoup de gens qui sont sans formation, avec pas d'études, pas d'expérience préalable, et donc on va leur donner des outils. Quand on donne un ensemble routier qui vaut 400 ou 500 000 euros à un chauffeur, c'est vrai qu'on lui donne une responsabilité très importante. Et donc, il y a un accompagnement humain qui est à faire et qu'on ne fait peut-être pas toujours assez. Moi qui, pendant 30 ans, est employé des chauffeurs, je me suis souvent posé la question. Mais on a entendu aujourd'hui des choses intéressantes qui disent que digitalisation amène différenciation. Donc ça veut dire que ce sont des atouts complémentaires qu'on va pouvoir utiliser. On a entendu aussi digitalisation, zéro papier. Et donc c'est vrai que les chauffeurs, les papiers, c'est le cauchemar. Quand on les voit rentrer le soir avec 60, 80 bordereaux signés, mais t'as pas fait émarger celui-là, etc., c'est l'horreur. Donc quand on lui dit, mais t'auras plus de papier à faire signer, génial. Voilà. Donc, raisonnons dans l'idée aussi qu'il y a des avantages que ça peut apporter. Qu'est-ce que c'est qu'une informatisation réussie? Je reviens toujours à ce slogan que j'ai déjà cité ce matin. Ben, c'est quelque chose qui rend la vie plus facile pour les clients, qui rend la vie plus facile pour les collaborateurs, qui rend la vie plus facile pour l'administration de la société et qui rend la relation avec le fournisseur peut-être plus facile aussi. Donc, faisons en sorte que toute cette digitalisation qui est dans notre service maintenant soit autant de moments de simplification des choses. Une petite anecdote par rapport au vol de carburant. On avait un ensemble routier qu'on louait dans mon entreprise à un client et où on se faisait voler du gasoil au moins 2 fois par semaine. Et du jour où on est passé au GNC, ça a été terminé. Parce que là, ils n'ont plus rien pu voler. Voilà. Donc, ça aussi, il y a des problèmes qui se règlent grâce aux nouvelles énergies. Voilà. Merci pour votre participation. Merci à tous les quatre. Bonne soirée. Merci.